Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale On n'a que l'info que l'on se donne. Vous pouvez nous suivre sur UFM, la page Facebook du Mondanéum, du Club de la Presse, du Hainaut Mons et bien sûr UFM en rediffusion. Alors ils sont là pour la 3e édition consécutive, nous avons survécu à la Covid, nous avons survécu à la Covid numéro 2, nous avons survécu à Poutine, nous sommes toujours là, nous sommes ici pour vous informer et non pas vous éduquer au sens strict du terme, nous sommes là pour vous donner des perles et des pépites de réflexion sur notre éducation aux médias. Mes deux acolytes fidèles, toujours aussi présents et toujours aussi pertinents, sont pour commencer à ma gauche, galanterie oblige, Sophie du Club de la Presse. Bonjour Sophie. Bonjour Denis, comment ça va ? Et ça va très bien et toi-même ? Oui, parfaitement. Alors c'est 3e épisode donc qui va consacrer aux médias et aux citoyens. Absolument. Alors déjà, question toute bête, comment tu te sens pour cette 3e édition ? Je me sens bien, je suis contente qu'on soit passé dans un code d'une autre couleur qui nous permettra de mener à bien tous nos projets et nos rêves les plus fous d'éducation aux médias. Éducation aux médias, alors lui aussi, il est dans le plus vieux média de Mons, il est dans l'ancêtre de Google, ça tombe bien, il était là avant que Google n'existe même. Il s'agit bien sûr d'un des porteurs principaux de ce projet, il s'agit bien sûr de Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Denis, comment vas-tu ? Mais ça va très bien, toujours en ta compagnie. Comment tu te sens toi pour cette 3e édition de ce projet que tu portes à bout de bras depuis maintenant 2020 ? Écoute, super, 3e année, 3e projet, toujours autant de motivation et puis plein de choses à discuter aujourd'hui, donc c'est vraiment un plaisir de se revoir. Un plaisir qu'on espère que vous partagerez avec nous. Alors pour les besoins de l'émission, rassurez-vous, nous ne portons pas des masques puisque vous savez, nous sommes en code jaune. C'est un peu comme l'édition Pokémon. Beaucoup ont préféré l'édition jaune à l'édition bleue, mais ça, on n'y est pas encore. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, chers amis ? Écoute Denis, ça fait 3 fois qu'on se voit. Tu te souviens des algorithmes et bulles de filtre ? Tout à fait. Tu te souviens des théories du complot ? Tout à fait. Ok, aujourd'hui on va parler de la thématique médias et citoyens. C'est un projet d'éducation à la citoyenneté par l'éducation aux médias. Projet qui est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des projets de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Alors ne me le faites pas dire trop de fois aujourd'hui parce que j'ai un peu de mal avec. Et donc on est reparti pour 1 an de projet sur cette thématique. Et donc, dans le cadre de ces projets, on développe des ateliers à destination des 15-25 ans, des rencontres, on crée des outils pédagogiques et on construit tout au long de ces 3 années un web documentaire sur les différentes thématiques abordées avec le plus grand plaisir, le plus grand bonheur. Non, parfait, j'ai cru qu'il y avait un petit problème, mais non, pas de problème, continuez. J'ai cru qu'il y avait un problème technique, rassurez-vous. Et donc aujourd'hui en particulier, Sophie, on va aborder la question médias et citoyens. Absolument, oui. On a décidé d'aborder la question du rapport que les citoyens entretiennent avec les médias. C'est un lien qui est à la fois teinté de méfiance et de curiosité. Le métier de journaliste, et on en parlera avec nos invités notamment, est une profession qui suscite pas mal de réactions et surtout beaucoup de questions. Des questions, nous on en a beaucoup, mais notre personnage fictif, Mehdi, qui incarne ce projet, en a aussi beaucoup. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve après. J'en peux plus de toutes ces news si déprimantes qui racontent tout et n'importe quoi. Je rêve d'autre chose. Je veux de la vraie info. Je veux des trucs qui me parlent, pas un défilé de putaclic. Les médias, ils sont vraiment libres ? Parfois j'ai des doutes. Et puis c'est quoi la place des citoyens là-dedans ? Des gens comme toi et moi ? Faudrait qu'on en parle, ensemble, journalistes et citoyens, réunis, qu'on se mette toutes et tous autour de la table pour avancer. Parce que là, ça urge. Ça urge en effet, Mehdi qui nous met plein de sujets intéressants sur la table. Et à la tour de la table, nous sommes plusieurs pour pouvoir y répondre en avant. Et on va tenter d'y répondre avec nos invités du jour. Bonjour Yasmine et bonjour Victor. Bonjour. Salut tout le monde. Alors Yasmine Boudaka, bienvenue et merci d'être là aujourd'hui. Toi tu es journaliste de formation et tu travailles depuis quelques années pour un chouette projet qui s'appelle New Six. Pour découvrir tout de suite de quoi il s'agit, on a demandé à Célia, qui est étudiante en communication à la LA, de nous en faire un petit résumé. On écoute ça. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit qu'on parle des trains qui arrivent en retard et pas de ceux qui arrivent à l'heure. Dans le journalisme classique, on publie des faits qui sont souvent négatifs. Eh bien New Six, c'est une association belge qui vise à rendre l'actualité plus positive. Le but n'est pas de faire comme si on vivait dans un monde de bisounours, mais bien de voir le positif et des pistes de solutions, même s'il s'agit d'une actualité qui semble négative. Le journalisme de solution ou journalisme constructif va au-delà du journalisme traditionnel qui répond aux questions de base qui, quoi, quand, où et comment. Il le dépasse en utilisant la question « Et maintenant, on fait quoi ?» Pourquoi cette démarche ?
parce que les publics saturent devant une information négative qui devient même parfois anxiogène. Le journalisme de solution informe de manière constructive, tout en gardant un regard critique. Informer de manière constructive tout en gardant un esprit critique, c'est possible ça, Yasmine ? Évidemment. Évidemment. Je voulais juste revenir sur ce que disait Célia. C'est qu'il y a un terme qu'on essaye, nous, d'éviter dans toute la sensibilisation qu'on mène, c'est positif. Parce que c'est ce qu'on nous a reproché dès le départ, c'était bisounours. Oui. Positif, négatif. Non, en fait, l'idée, c'est pas d'être positif, c'est de nuancer et de relayer le monde, finalement, dans sa complexité et dans toute sa palette de couleurs. Et donc, pourquoi plus positif ? Parce que on sait, comme l'a dit Célia, traditionnellement, les infos s'attardent sur ce qui déraille un peu dans la vie, dans le monde, et qu'on met rarement un coup de projecteur sur ce qui fonctionne, parce qu'on estime que ça n'a pas forcément de sens, ou que voilà, quand on est heureux, on n'en parle pas, enfin voilà, quand les choses vont bien, ça n'a pas d'intérêt. Or, c'est important de rétablir cet équilibre et cette nuance, justement parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien, que ce soit en économie, en politique, en sport, en société, et pas que dans la petite vie quotidienne des gens. Voilà. Concrètement, News 6, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, ne produit pas des infos, mais quelles sont vos actions ? Alors nous, ce qu'on fait aujourd'hui, depuis 4 ans en tout cas, c'est travailler avec les professionnels des médias dans leur globalité et d'essayer de faire bouger un peu ces réflexes de tremper la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. Et donc concrètement, on mène une sensibilisation auprès des journalistes par le biais de ce qu'on appelle des meet and greet. Donc on organise tous les mois et demi des rencontres avec ce qu'on appelle des experts par rapport à des thématiques spécifiques. Donc par exemple, ça peut être comment parler d'une campagne électorale de manière constructive. On a reçu Marius Gilbert il n'y a pas longtemps. Comment faire pour traiter l'info qui a déjà un caractère anxiogène. Poutine a été un grand exemple il y a quelques jours. On a reçu Frédéric Lopez il n'y a pas longtemps, qui est un grand défenseur aussi d'une autre vision du monde. Voilà, donc on essaie de sensibiliser les journalistes, les rédactions via ces actions récurrentes. On organise chaque année un prix du journalisme constructif pour les étudiants et pour les professionnels. Et puis on organise depuis 3 ans déjà la semaine de l'info constructive, où là on a relevé le pari pour la première fois de réunir toutes les rédactions francophones belges autour de la démarche constructive et de leur proposer de travailler pendant une semaine sur une autre manière d'informer, en tout cas de casser les réflexes qu'ils avaient initialement. Et ça, c'est un événement qu'on reproduit depuis 3 ans, annuel depuis 3 ans, avec plus ou moins de succès, mais qui nous permet de prendre le pouls de comment est interprétée l'info constructive dans les rédactions francophones. Alors, pour nous donner un autre éclairage sur cette thématique, il y a Victor Huillard, merci et bienvenue Victor d'être là. Tu vas nous donner un éclairage sur ce sujet du journalisme et des citoyens. Je vais essayer en tout cas. Alors Victor, dans la vie, tu es chercheur et enseignant à l'université, mais tu es aussi l'auteur de ce magnifique dossier pédagogique produit pour le projet. L'homme sans qui rien n'aurait été possible. Exactement, dossier pédagogique disponible sur le site internet et aussi par la poste simplement en nous contactant. Victor, je sais que la question est un peu difficile et on va en discuter aujourd'hui dans l'émission, mais brièvement, quels sont les points qui sont abordés dans ce dossier ? En fait, le dossier il est divisé en 3 parties. Dans la première partie, en fait, on revient un peu sur c'est quoi un média, c'est quoi le journalisme, comment se sont développés les médias en Belgique francophone. Puis dans la deuxième partie, on parle des formes, j'aime pas le mot, mais alternatives de journalisme, dont le journalisme constructif, qui est une des formes de journalisme qui essaye de faire fi du journalisme, je dirais, traditionnel. Donc on parle de journalisme participatif, de journalisme constructif, du journalisme de solution, du journalisme civique, etc. etc. Et puis dans la troisième partie, on propose en fait une boîte à outils avec toute une série d'articles, de films, etc. qui peuvent aider les enseignants, les praticiens, les professionnels qui s'intéressent à cette question à en parler avec leurs étudiants, leur public, etc. Et des ateliers à faire en classe ou en extrascolaire. Voilà. Alors pour commencer les discussions, il nous semblait important de parler d'abord du journalisme. Mais oui, effectivement, Victor, Yasmine, vous avez la parole, vous intervenez quand vous voulez. Sophie, Gaëtan, à vous les questions, moi je suis le maître du temps et je vous arrête si on est trop long, bien sûr, le tout poliment, je vous rassure.
Alors commençons par le commencement. Ça paraît un peu basique comme question, mais c'est assez essentiel. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un média, Yasmine ? Un média aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile à définir, j'ai l'impression. En tout cas, nous, on se pose encore la question aujourd'hui dans New Six, comment on va définir un média ? On n'est pas tombé d'accord, parce qu'il y a différentes manières d'appréhender les choses. Mais pour moi, un média, c'est une structure qui fournit de l'information. Point. Victor ? Très brièvement, en fait, je pense qu'une bonne manière d'aborder la chose, c'est de revenir en fait à l'étymologie. Le média, ça vient du mot médium, qui veut dire milieu, lien, connexion. Et donc en français, on l'utilise pour deux choses en fait. Soit c'est une technologie, donc on peut parler du média radio, du média télévision, du média internet. On peut même aller plus loin, parler du média journal ou livre, etc. Soit on l'utilise pour en fait désigner en fait une organisation médiatique, le soir, la dernière heure, la RTBF, etc. Et donc parfois ça crée un peu une confusion. Est-ce qu'on parle de la technologie ou est-ce qu'on parle de l'organisation ? Oui, c'est compliqué de s'y retrouver. Les enjeux sont pas les mêmes. On parle de quoi ? Oui, tout à fait. Alors chaque jour dans le monde, il se passe des milliers de choses. À chaque seconde, à quel moment ça en devient un fait journalistique ? Yasmine, toi qui as été journaliste pendant tant d'années. On vous a concocté des questions, mais on vous raconte pas. Oui. Mais moi, je dirais que tout fait peut être journalistique. Tout dépend du média, justement, dans lequel on travaille, à qui on s'adresse. Aussi, le public. L'intérêt plus ou moins collectif. Je dirais que c'est ça, en fait. Parce qu'un média de proximité n'aura pas forcément le même intérêt qu'un média plus généraliste. Voilà. Donc, je pense que tout fait peut devenir une actualité, mais que tout dépend de qui va la traiter et à qui elle va être diffusée. Alors, toi, on l'a dit, Yasmine, tu es journaliste, tu travailles encore sur une grande chaîne, sur un grand média, justement. Comment on choisit les sujets et est-ce qu'on peut parfois refuser des sujets ? Pour quelles raisons ? Je pense que moi, ma particularité, c'est que dans les grosses rédactions, j'ai jamais traité d'actualité chaude. Donc ça, je peux pas partager cette expérience-là. Mais en tout cas, ça se passe comment souvent ? C'est des réunions de rédaction qui se font 1 à 2 fois par jour pour voir de quelle manière on va nourrir, compléter un journal, l'info. Et voilà, et donc il y a forcément les faits d'actualité qui sont là. Il y a une hiérarchisation de l'information dans la manière dont elle est présentée. Et puis après, c'est comment on va peut-être équilibré ou pas avec d'autres sujets qui sont plus... par exemple, si on travaille sur un média généraliste national, il va y avoir le national, l'international, etc. Puis après, ça va être le sport et les autres choses qui vont venir combler et former un tout, en fait. Cette hiérarchie de l'info, Victor, tu peux nous en parler brièvement, nous expliquer comment ça fonctionne ? Cette hiérarchisation de l'info, en fait, ça dépend, pour revenir à ta question sur quand est-ce qu'un événement devient une info, c'est quand un journaliste s'en empare, en fait, tout simplement, ou qu'une organisation médiatique décide que c'est important, ou un public, en fait. Oui, quand quelqu'un décide, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de raconter ce qui se passe là. Je pense que c'est important, en fait. Et ça peut être même un public, quand on regarde, par exemple, la question du climat, les marches climat ont été reprises par les journalistes, mais à la base, c'est des manifestations étudiantes. Donc il faut soit qu'un public s'en empare, soit un journaliste, soit une organisation. Et puis pour revenir à ta question sur ce qui est de la hiérarchisation, en fait, ça dépend de la ligne éditoriale du média. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui vont dire, OK, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est la politique belge, fédérale. Ou un média local, ce qui m'intéresse principalement, c'est ce qui se passe dans ma commune. Ou un média thématique. Peut-être moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est les bagnoles. Il y a des magazines qui parlent de voitures, il y a des magazines qui parlent de pêche, il y a des magazines qui parlent de technologie, de tout et n'importe quoi. Et donc, ça dépend vraiment de la ligne éditoriale qu'on se fixe. Et c'est là où je pense que le journalisme constructif est intéressant, parce que c'est une partie de la ligne éditoriale, en fait. C'est de se dire, voilà, on veut non seulement aborder les choses de telle manière, mais on veut aussi aborder telle chose. Et c'est comme ça qu'on hiérarchise l'information, qu'on hiérarchise ce dont on veut parler. Alors je vais me faire le porte-parole des étudiants qu'on rencontre souvent dans nos classes lors des ateliers d'éducation aux médias. Une question qui revient quasi systématiquement, est-ce que les médias sont manipulés ? Tu rentres dans le sujet direct, toi. La solde du gouvernement, oui. Demande à Vladimir, je ne sais pas, tu vois. Là, c'est faux, c'est faux. La presse est libre. Eh bien, justement, là, on l'enlève. Non, mais en gros, voilà, est-ce que en tant que journaliste, on reçoit des pressions ? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions qui arrivent très souvent dans la parole des jeunes. Mais je pense que ça dépend
d'où on se trouve aussi, si on parle de notre pays ici en Belgique, non, je pense qu'il n'y a pas de manipulation, enfin je suis certaine qu'il n'y a pas de manipulation. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en fonction du type de médias, des actionnaires qui sont derrière, je ne vais pas dire de la pression, mais des orientations qui sont particulières. Donc ça, je pense que... En France, on le voit très fort avec Bolloré. Exactement. Où ça pose des questions super importantes, parce que c'est une seule personnalité qui est actionnaire ou détenteur de différentes médias, et donc voilà, comment est-ce qu'on contrôle l'information, la liberté, etc. Mais en Belgique, non, je pense qu'aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de la manipulation. Par contre, en tant que journaliste, en tant que personne, on a chacun des biais, des croyances qui déjà vont intervenir. On travaille pour un média qui lui-même a une orientation spécifique, et puis derrière, il y a encore des choses. Donc, je suis sûre qu'il n'y a pas de manipulation. Par contre, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas à un moment ou un autre une interprétation ou même des propres barrières ou des propres limites qui font ou une orientation personnelle qui font qu'on va traiter telle info plutôt qu'une autre, de telle manière plutôt qu'une autre. Mais tu nous rassures, les journalistes sont des gens normaux qui exercent un métier. Des humains, oui, qui ont un cœur, un cerveau et qui font un métier essentiel, passionnant. Alors, comme dans toutes les professions, il y en a des bons, des moins bons. Voilà, donc... Oui, bien sûr, oui. Mais il y a des conseils de déontologie, tout ça aussi. Il y a des organes de régulation. Voilà, exactement, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus pernicieux qui n'est au-delà de la censure, que c'est pas l'autocensure aussi, que des fois des journalistes ne se sentent pas obligés d'eux-mêmes se censurer, ne peur, comme tu dis, de l'actionnariat, ou même aussi dans certains qui ont une conscience de leur biais. Est-ce que finalement, il ne faut pas parler de censure, ce qui est un peu un terme du temps où la presse était contrôlée. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 50-60 ans, il y avait un ministère de la presse. Est-ce que finalement, toi, en tant que journaliste, ou même tu le vois, il n'y a pas cette chose plus insidieuse qui est l'autocensure, ou le fait de se dire, je ne devrais pas parler de ça? Il doit certainement y en avoir. Je pense pas que ce soit la majorité non plus, même vraiment ça peut exister. Par contre, ce que tu disais, c'est l'auto-biais. Donc effectivement, on est composé de biais et de croyances qui font que. Et donc c'est ça qu'on essaye de prôner aussi avec le journalisme constructif, c'est ayez conscience de vos croyances. Et il faut déconstruire les réflexes. Il faut vraiment. Et donc je pense que la prise de conscience est une première option pour. Et le recul qu'on a par rapport à sa profession, mais oui, je pense que on est des êtres humains aussi, et que oui, spontanément, il y en a qui effectivement se disent, tel angle-là, c'est peut-être pas forcément le plus, mais plus que ça, je suis pas certaine. Victor, je te vois prendre des notes. Je suppose que tu as envie de rebondir évidemment sur cette question. Ouais. La question de la manipulation m'intéresse énormément personnellement, puisque actuellement, je travaille aussi sur les fake news, les théories du complot, etc. Alors, pour répondre à la question, est-ce que je pense que les médias sont manipulés si on prend la définition restreinte du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, comme ça, tirerait les ficelles et dirait que demain on doit parler de ci ou de ça et tout le monde doit penser ceci? Non. Est-ce que je pense qu'il y a des enjeux et des intérêts derrière? Évidemment, il y a des intérêts, donc on a parlé des actionnaires, donc des intérêts privés. Les personnes qui possèdent les médias ont certains intérêts, mais il y a aussi des intérêts publics. En Belgique francophone, quasi la totalité des médias sont subsidiés. Pas seulement la RTBF, il faut savoir que le soir, la dernière heure, la Libre, il reçoit ce qu'on appelle les aides à la presse quotidienne. Donc il y a aussi des intérêts publics, gouvernementaux. Et puis l'intérêt qu'on oublie le plus souvent, c'est celui du public. C'est-à-dire que si le public de la dernière heure, par exemple, si la dernière heure décide de ne plus parler de sport, les gens ne vont plus acheter la dernière heure. Ce que tu dis, c'est qu'un média, c'est aussi une entreprise, en fait. Un média, c'est une entreprise. Commerciale. Voilà. Oui. Et je voudrais rajouter, parce que souvent, on parle de manipulation, de théorie du complot, etc. En fait, c'est comme ça pour toutes les professions. Les médecins, prenons les médecins ou les avocats, peu importe. Les médecins, il y a un ordre des médecins, il y a des influences gouvernementales, il y a des influences des multinationales pharmaceutiques, il y a des pressions internes, il y a les mêmes, en fait, phénomènes que dans la presse. C'est juste que comme la presse c'est quelque chose de très public, de compliqué, on a toujours des impressions de ils sont manipulés ou manipulants. En fait non. Okay. Écoute, du coup j'ai envie de poser la deuxième question puisqu'on est là pour un peu répondre aux questions de Mehdi. Mehdi en introduction, il se posait des questions sur la place du citoyen dans tout ça. Donc du coup j'ai envie de vous poser la question, le citoyen dans tout ça, dans cet univers médiatique, quelle est sa place? J'y vais. Vas-y. J'ai mis. Elle est en fait, et cette question me fait toujours rigoler parce que sa place est énorme. Le citoyen a toujours été présent, voire même omniprésent dans les médias. Il est le sujet de la plupart des reportages en fait. Et même quand il n'est pas le sujet, parlons par exemple d'une catastrophe naturelle, on va toujours voir quel est l'impact pour les hommes, pour les citoyens. Donc en fait, le citoyen est toujours omniprésent. La question, c'est plus de savoir quel est
son pouvoir, en fait, quelle est sa possibilité de participation. Et là, on va peut-être parler justement de journalisme participatif. Et en fait, la présence dans les médias, c'est une chose. La possibilité d'interagir avec les médias, c'en est une autre. Et avec Internet, on voit que ça arrive de plus en plus, enfin, de manière plus constante. On peut envoyer une info, on peut envoyer une photo, on peut discuter avec un journaliste, on peut commenter, etc. Mais après, la troisième étape, et celle qu'on n'a pas encore franchie, et je ne sais pas si on la franchira un jour, c'est celle de vraiment donner le pouvoir de délibération, de choisir ce que va devenir le média. Quel sujet il va le couvrir, de quelle manière, est-ce qu'il veut peut-être plus de journalisme constructif. Ça, c'est l'étape de la participation qu'on n'a peut-être pas encore achevée et vers laquelle on devrait peut-être tendre. Mais ça existe déjà. Il y a déjà des laboratoires comme ça, justement, en termes de journalisme constructif, notamment en France, à Nice Matin. Donc l'histoire de Nice Matin, c'est un journal qui était vraiment en faillite et qui a été racheté par les journalistes vraiment et qui se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir rebooster les ventes, les abonnements, comment on va pouvoir retrouver la confiance avec notre public, parce que c'est ça la clé en fait. Qu'on évoque tout à l'heure, c'est la confiance et la transparence, c'est l'une des clés aussi, parce qu'on idéalise ou diabolise aussi un peu ce métier de journaliste. Et donc Nice Matin, dans sa réflexion de comment faire autrement, a développé tout un volet journalisme de solution. Et donc, qui fait partie, voilà, on redonne du boost à ce journal. Et au-delà du fait aussi d'apporter ces nouvelles et ces solutions, donc aller au-delà de l'info, ils ont travaillé avec leurs abonnés en disant, tiens, vous allez choisir le dossier du mois. Donc c'est pas toute l'info, c'est une partie. Et donc ce mois-ci, on vous propose de traiter un dossier pour lequel vous allez voter. Voici 4 sujets. Donc eux font déjà une première présélection, ils proposent 4 sujets. Et ce sont les lecteurs qui votent. Et donc il y a une enquête comme ça qui est menée pendant 1 mois. Chaque étape est partagée avec les abonnés. Et in fine, ils découvrent le travail final. Et ce que les journalistes expliquent, et ça je trouve ça intéressant aussi, c'est qu'ils disent, en fait, à chaque fois on fait des paris sur le choix du public, à chaque fois on se trompe. Ah ouais. Et c'est pas forcément les choses les plus anodines, etc. C'est parfois des choses bien lourdes, bien chiantes, on peut dire. Voilà. Et ce à quoi ils n'auraient pas pensé initialement. Par exemple, un sujet politique ou sociétal, va primer sur un sujet sportif, alors qu'on est dans de la presse locale, de proximité, etc. Et donc voilà, c'est par le biais de ces petites choses aussi qu'ils ont retrouvé la confiance avec le public et qu'il y a vraiment des relations aussi plus fortes entre les médias et le public. C'est une belle manière de réimpliquer le citoyen au cœur des médias. Et justement, en parlant de citoyens et de journalisme, Achille, qui est étudiant en sciences sociales, option information et communication, il nous a concocté un petit sujet sur la question. On écoute sa capsule tout de suite. Nous avons tous déjà vu des images d'informations prises ou filmées grâce à un téléphone. Nous comprenons vite dans ces cas-là que les images ne proviennent pas directement des journalistes, mais bel et bien des citoyens. Est-ce que dans ces cas-là, le citoyen fait-il du journalisme ? Eh bien oui, et ça s'appelle tout simplement du journalisme citoyen. Mais le journalisme citoyen, qu'est-ce que c'est globalement ? Le journalisme citoyen, il résulte de l'utilisation par des millions de gens des outils de communication, et essentiellement ceux provenant d'Internet, à des fins d'information, de documentation ou encore comme moyen d'expression. Le premier fait de journalisme citoyen, selon un article de Libération paru en 2007, est lorsque Abraham Zapruder a filmé l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy avec sa caméra personnelle en 1963. Depuis, les faits de journalisme citoyen se sont multipliés, et encore plus récemment avec les controverses autour du phénomène des gilets jaunes. Les journalistes citoyens peuvent même recevoir des prix concernant leur contenu, puisque, lors de la remise des prix Pulitzer en 2021, une citoyenne a reçu un prix spécial pour avoir filmé la mort de George Floyd avec son téléphone. Mais qu'en pensent les journalistes de profession ? Les avis sont mitigés. Certains se réjouissent de ces informations d'un nouveau genre, tandis que d'autres soulignent le fait que beaucoup de journalistes citoyens sont des militants, et que donc l'objectivité ne soit pas souvent au rendez-vous. Je finirai avec cette citation de Craig Newmark, qui résume plutôt bien la situation. L'avantage, c'est qu'un citoyen journaliste sera capable de publier quelque chose qu'un journal aura peur d'imprimer. L'inconvénient, c'est que la vérification des faits aura lieu après publication.
Et on remercie évidemment ces étudiants qui ont travaillé avec leur prof Gorion Delpature, qui est journaliste. Ces étudiants ont réalisé un tas de capsules sur des termes journalistiques. Parfois on ne sait pas à quoi ça se rattache. On y parle journalisme d'investigation, putaclic, scoop. Quoi d'autre, Sophie? Tout un glossaire, journalisme participatif, les 5 W, justement, chers à New Six. Et toutes ces capsules vont être disponibles sur notre blog olthem.be, olthem.be. Et donc vous pouvez aller écouter ces capsules des étudiants pour comprendre un petit peu mieux ce jargon journalistique. Alors Victor, justement, est-ce que cette capsule, tu la trouves complète? Quelles sont les informations que tu aurais envie de rajouter? Quels sont les endroits ou les moments où le citoyen peut prendre une place et trouver sa place? La capsule, je l'ai trouvée super intéressante et comme dans la capsule, le fait qu'on donne un Pulitzer à une personne qui n'est pas un journaliste professionnel, je pense, témoigne de beaucoup de choses. Maintenant... Si je peux rajouter, c'est juste, en fait, c'est ce qui nous a donné à nous le déclic et l'envie d'aborder cette thématique dans le 3e épisode de notre projet. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Et c'est génial. Et ça, on le voit avec la démocratisation des technologies, en fait, le fait que, comme dit dans la capsule, tout le monde dispose maintenant d'un téléphone portable avec une caméra. Ça permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, je ne voudrais pas qu'il n'y ait que du journalisme citoyen et que tout citoyen soit obligé de faire du journalisme. Ça, ce serait encore pire. Par contre, je pense que renouveler la relation entre citoyens et journalistes est quelque chose de très important. Et comme on a parlé ici de l'exemple de Nice Matin, le fait de, par exemple, demander ou proposer aux gens de voter pour les sujets, de voter pour même l'angle des sujets, le fait de pouvoir envoyer des photos, de pouvoir contacter un journaliste, d'avoir un droit de réponse avec un journaliste, et même pour les journalistes de pouvoir se rétracter ou modifier leurs histoires. C'est un truc, maintenant dans la presse, on a vraiment peur d'écrire quelque chose parce que quand on a écrit quelque chose, c'est comme si c'était la fin, en fait. Mais en fait, les événements évoluent, on apprend de nouvelles choses et donc on peut modifier les choses. Alors Yasmine, on évoquait les gilets jaunes et leur mouvement de révolte face aux médias mainstream. On n'a pas encore cité ce mot, mais dans la capsule, là, est-ce que la voix des citoyens parvient jusqu'aux rédactions? On a vu évidemment Nice Matin, mais toi tu travailles dans un média belge. Est-ce que tu penses que leurs revendications impacte la manière de travailler des journalistes? Oui, je pense qu'il y a en tout cas une écoute, un intérêt par rapport au public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les médias, le public n'a jamais été autant fragmenté parce qu'on est dans la consommation individuelle d'informations aussi. Donc chacun avec son smartphone, son ordinateur. Et là, on en revient aux bulles de filtre, justement. Oui, exactement. Et donc, du coup, le défi aujourd'hui, c'est que faire par rapport à tous ces publics. Et donc, c'est aussi être à leur écoute pour savoir qui on informe, comment on informe. Et ça, c'est des défis qui sont incroyables pour ces fameux médias mainstream. En fait, on devrait avoir chacun son petit journaliste personnel. Oui, mais, oui, c'est ça, exactement. Et composer son journal comme bon nous semblerait. Voilà, aussi. Mais par contre, je voulais revenir 2 secondes sur ce prix Pulitzer. Et c'est important, effectivement. Je trouve ça chouette qu'il y ait des citoyens qui deviennent journalistes. Mais je trouve que c'est important d'expliquer pourquoi elle a eu le prix Pulitzer. Parce qu'il y a vraiment une démarche journalistique qui peut être adoptée par vous et moi, ou par quelqu'un qui est témoin de quelque chose. Mais au-delà du fait de filmer, il y a toute une démarche, comme c'est expliqué dans la capsule, de vérification des sources, de mettre en contraste aussi, en opposition les propos qui sont recueillis, par exemple, ou les situations, de les mettre en perspective, c'est important. Et parce que même en tant que journaliste, on a un biais, c'est que quand on pose une caméra ou un micro, on fait qu'un gros zoom sur une partie des choses et on voit pas tout ce qu'il y a autour. Ça, on en est conscient dans un média parce qu'on est supposé aussi avoir toutes ces nuances autour. Quand on est citoyen et qu'on est témoin de quelque chose, voilà, il faut être conscient aussi que le journalisme, être journaliste citoyen, ce n'est pas que avoir une caméra ou un smartphone à un moment spécifique, quoi. Voilà. Il y a toute une démarche derrière, il y a des règles aussi, de la déontologie, tout ça qu'on peut aussi mettre en avant. Alors, sans prendre une boule de cristal, on avait une question pour aborder les solutions et l'avenir. Comment vous imaginez le journalisme dans 10 ans? Comment j'imagine le journalisme dans 10 ans ? Je suppose que toi, Yasmine, tu espères qu'on y parle un peu plus de manière constructive, qu'on ait des solutions, qu'on apporte plus de choses, j'imagine. Écoute, nous, pour être sincères, on s'est dit si dans 5 ans on n'existe plus, on a gagné, tu vois. C'est ça. Ouais. Et bon, je crois qu'on va peut-être un peu... voilà, mais voilà. Mais en fait...
Franchement, moi, ce dont je rêve en tant que journaliste et par rapport à toute l'info qui est diffusée, il faut ne rien taire. Il faut peut-être réfléchir à comment en parler. Mais ce qui, moi, me semble essentiel, c'est d'une part du côté des journalistes qu'ils soient conscients de l'impact de l'information qu'ils véhiculent, vraiment, dans le choix, dans la réflexion, etc. Conscients, même si on dit un mot horrible, si on parle d'une info horrible, mais qu'ils soient juste conscients de l'impact que ça peut avoir. Ça c'est pour les médias et puis mesurer l'impact, ça veut dire plus de dialogue aussi avec. Oui, ça veut dire plus de dialogue, oui, mais ça veut dire aussi voir comment on va aborder un sujet, les mots qu'on va employer. Enfin, je sais pas si vous, je vais un peu balancer, mais je sais pas si vous avez entendu la matinale sur la RTBF, la première, le jour de la guerre en Ukraine, où les jingles c'était des sirènes. Qui étaient prises sur place, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'était juste, ok, le monde entier était en guerre, et voilà. Alors c'est des infos qui sont importantes, mais c'est pas nécessaire de rajouter une couche. Moi, j'étais derrière ma radio, j'étais en colère, et il y a plein de gens qui en ont parlé, et donc ça, c'est de la conscience pour moi. C'est de pas en rajouter de couches, voilà. Si les journalistes pouvaient être plus conscients de l'impact, et puis d'une part, si le public pouvait être aussi un peu plus nuancé, ne pas tout rejeter en bloc, et être plus, pas éduqué, mais voilà, être conscient de ce qu'ils consomment en fait. Voilà, ça c'est ma manière. Pardon. Victor, d'après tes observations, vers où on va justement? Dans 10 ans, où on sera en journalisme? C'est extrêmement compliqué à dire. Encore une fois, on parlait là tantôt d'intérêt, il y a des enjeux économiques qui sont énormes, il y a des enjeux politiques qui sont énormes, et puis il y a des enjeux technologiques. S'il y a 5 ans, on m'avait dit, en fait, dans 5 ans, tout le monde sera sur TikTok et on fera des vidéos où on explique l'info en 47 secondes. Attention, je critique pas du tout TikTok. Hein. Moi, il y a des initiatives sur TikTok qui sont géniales. Les reporters du Monde font des choses incroyables, par exemple là-dessus. Mais si on m'avait dit il y a 5 ans qu'il y aurait cette plateforme-là, j'y aurais pas trop cru. Donc je sais pas où on sera dans 10 ans. Mais je peux vous dire là où j'aimerais qu'il soit. Oui, c'est ça. De quoi tu rêves? Je rêve d'un journalisme de nuance. Je rêve d'un journalisme qui prend plus le temps. Et je rêve, et c'est ça que je vois maintenant sur toutes les plateformes, d'un journalisme diversifié. C'est exceptionnel de voir tout ce qu'il y a quand on cherche ce qu'on peut trouver sur TikTok, sur Instagram, ou même en version papier ou sur le web. Je pense qu'après on va parler de 7000. Il y a toute une série d'initiatives qui sont vraiment géniales. Et alors News6, qui est même pas une plateforme, mais qui est un réseau, une initiative d'idées. Voilà, il y a des choses qui se passent et qui sont super. Et ça, c'est ça que j'aimerais bien voir dans 10 ans. Ok. Question pour Victor. Oui, voilà. Victor, justement, la question des journalistes et des citoyens t'intéresse au plus haut point, puisque tu as travaillé et tu travailles sans doute encore sur le journalisme participatif. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder cette thématique et de te pencher sur le sujet? Alors, ce qui m'a donné envie au départ de travailler là-dessus, c'est le fait qu'on entendait ce mot partout. Je ne sais pas si vous avez regardé le programme des dernières élections communales en 2018. Tous les partis dans toutes les communes de Belgique allaient faire de la participation citoyenne. C'est vrai, oui. Co-construire, participer. Voilà, co-construire, co-créer, participer, etc. Mais en fait, quand on parle de participation, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Il y a une injonction à la participation, tout le monde doit participer, et d'ailleurs parfois c'est même oppressant, on doit participer à tout le temps, donner son avis, etc., sans savoir de quoi. Alors je me suis intéressé à cette notion et je me suis dit, tiens, comment cette notion a-t-elle été utilisée dans le journalisme et dans les études sur le journalisme? Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, cette notion-là, elle a toujours été utilisée, mais elle est devenue très populaire dans les années 90-2000 avec l'apparition d'Internet. Et donc c'était une notion qui était vue comme très positive. Tout le monde va pouvoir participer, on va pouvoir envoyer des vidéos, etc. Ça va être génial. Et en fait, on se rend compte que dans la vraie vie, c'est pas trop ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, la plupart des dispositifs participatifs sur Internet, maintenant, en fait, n'existent plus. Donc, par exemple, les sites de presse en ligne, le soir, la RTBF, la DH, avant, il y avait des fils de commentaires. Et on s'est rendu compte que c'était tellement compliqué à gérer qu'on a supprimé tout ça, on l'a relégué à Facebook. On a dit, voilà, les réseaux sociaux vont s'occuper de tout ça. Donc, voilà. Et puis maintenant, il y a même une vision inverse qui est de dire que la participation, c'est mauvais. Hein, là, on parle de participation obscure, avec les trolls, les armées de gens qui vont aller, voilà, de la cancel culture, qui vont aller supprimer, embêter des gens sur Internet, etc. Et donc moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a
entre ces deux extrêmes. Mhm. La participation quotidienne, les citoyens qui sont interviewés dans la presse, ce genre de choses. Parce que je pense que c'est là qu'on peut vraiment redonner aux citoyens la confiance envers les médias, recréer un lien, amener de la transparence. C'est là, c'est ni là ni là. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Victor a un compte Twitter, publie ses recherches, publie des documents qu'il trouve, donc n'hésitez pas à aller le suivre aussi pour continuer le dialogue. C'est quoi ton truc sur Twitter? Oh, c'est Victoria. Victoria, et il paraît que tu as un compte TikTok, mais voilà, J'ai on me l'a dit dans l'oreillette. Twitter, j'ai un TikTok, j'ai un Instagram, etc. Un OnlyFans aussi Non, j'irai pas jusque là. Mais c'est plus, en fait, je trouve qu'en tant que chercheur, c'est important de partager, quoi. oui, et de Mhm. pas rester dans son bureau, être hors sol, etc. Et donc moi, j'utilise les réseaux sociaux pas pour faire ma publicité, mais comme un milieu d'expérimentation, en fait. Bien sûr, ok. On parlait de déclic avec Victor, toi Yasmine, ça fait déjà maintenant quelques années que tu parles de journalisme de solution. Quel a été ton déclic? À quel moment tu t'es dit, tu étais dans un studio et tu t'es dit là j'ai envie de faire autre chose? Comment ça s'est passé, le fait de se tourner vers ce... Ça a été un peu plus complexe entre guillemets que ça, mais c'est la suite d'une rencontre. Et puis c'est aussi, donc j'ai travaillé pendant presque 20 ans à la RTBF, un média généraliste, etc., que j'ai quitté. Et puis du coup, on a un recul qui est complètement différent quand on sort de ce truc de construction, justement, de ce gros paquebot. Et puis je me suis retrouvée aussi simplement citoyenne à l'écoute des infos, comme tout le monde. Et en fait, moi aussi, complètement envahie par le côté anxiogène, par le côté... insupportable, et donc j'ai aussi arrêté de m'informer, en tout cas fini la radio, fini la télé, juste la presse écrite, quoi. Et puis là on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à ça, quels sont nos outils, quels sont nos moyens pour changer ça. Voilà, on a notre métier, on a notre expérience, et essayons de faire quelque chose, quoi. Mais amateur de chez amateur à la base, hein. Et puis on s'est dit on va tenter le coup, et voilà. Est-ce que le journalisme de solution peut être éventuellement une réponse aux gens qui sont complètement dégoûtés par le journalisme traditionnel? Parce qu'on en rencontre de temps en temps, et notamment dans nos ateliers d'éducation aux médias. Mais alors je pense que, je vais juste faire une petite nuance, c'est que nous on appelle ça le journalisme constructif parce que c'est une démarche, et le journalisme de solution c'est vraiment une manière de traiter l'info en fait. Ok. Et donc je pense que oui, ça fait partie des choses qui peuvent, c'était ta question, renouer la confiance et... Est-ce que ça peut être une réponse? Est-ce que justement ce besoin d'info peut être comblé de cette manière-là par ces gens qui sont hors système? Franchement, je pense. Le tout, c'est comment les ramener dans le système. Oui, voilà. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc ça, il faut... Où sont-ils? Et ça, il faut vraiment aller les chercher. Et donc, c'est peut-être par le biais de différentes choses. Et pour nous, le journalisme constructif, c'est une des réponses. C'est pas la réponse. Ça va absolument pas tout régler. Mais je pense que ça fait partie des choses qu'on peut creuser. Et par exemple, si on parlait de Nice Matin tout à l'heure, donc il y a ce volet solution, le volet, on fait participer les lecteurs au choix des dossiers qui sont abordés. Ils vont encore plus loin, et là on n'est plus dans le journalisme, on est vraiment dans la relation de confiance. Ils invitent les lecteurs à aller faire des balades, des activités en fait. Et donc il y a un journaliste qui va une fois par mois faire une balade dans les montagnes et discuter de tout et de rien avec son lectorat. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme, mais qui vont aider à le lien, la confiance. Et derrière un nom, il y a un être humain qui n'est pas manipulé, qui n'est pas à la solde de machin chose, qui peut faire des erreurs aussi. Exactement. Et c'est juste un être humain qui partage. Voilà, c'est pas voilà. Et du coup, ça fait partie. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas, ce sont des pistes qui sont creusées par différents médias dans tous ces laboratoires à travers le monde pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de renouer, d'aller rechercher ces gens qui sont plus là justement. Alors Yasmine, l'actualité, elle n'est pas toujours rose. En ce moment, elle est même plutôt morose. Comment fait-on du journalisme constructif en temps de guerre? Écoute, c'est une grosse question qu'on s'est posée parce que le jour où la guerre a éclaté en Ukraine, on devait organiser la cérémonie du prix du journalisme constructif. Et donc c'était vraiment notre événement annuel, festif. Après 2 ans de Covid, on était heureux de se retrouver. Et le matin, à 7h du matin, les téléphones qui sonnent dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a décidé de reporter en tout cas cette cérémonie parce qu'on se disait mais en fait la moitié des gens est appelée sur le terrain. C'est un moment très important dans l'histoire européenne. Quand on est dans une rédaction, un truc comme ça, c'est juste des moments qui sont très très stressants aussi. Et il y a une espèce d'effervescence qui est dans tous les sens.
ce qu'on s'est dit nous aussi, c'est que le journalisme constructif, parce que tu parlais tout à l'heure, Victor, de temps, c'est quelque chose qui demande du temps. Il faut du recul pour pouvoir analyser, pour pouvoir aller chercher des solutions, pour évoquer des perspectives. C'est pas à chaud, quoi. C'est Voilà, pas sur le c'est pas terrain, à chaud. c'est pas... Ouais. Mais par contre, on peut être vraiment constructif à chaud, mais d'une manière peut-être limitée. Et c'est ce qu'on va faire dans le choix des angles qu'on va aborder, dans les mots qu'on va utiliser et dans le vocabulaire, dans les illustrations qu'on va utiliser aussi. Et donc ça, à chaud, c'est déjà une manière de pouvoir être constructif. Pour le reste, ça demande du temps, du recul et de l'analyse, ce qu'on peut pas avoir forcément à chaud. Et cette nuance dont parlait Victor, qui est super importante. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce jingle radio avec les sirènes. Les sirènes, c'était juste, mais enfin bref, rien que d'en parler, ça m'énerve. Voilà. Bon, alors justement, on va changer un petit peu d'horizon. On va s'amuser un petit peu, Oui, on est avec Denis après quand même. avoir envisagé les choses un peu moroses, malgré tout, Denis nous a concocté un petit quiz. Eh oui les amis, on va jouer un petit peu ensemble. Alors vous connaissez le jeu du tu préfères? Alors, attendez. Quand on parle de nuances, justement. Voilà. Mais justement, attendez, je vous mets un petit peu, rassurez-vous. On va sortir un peu de la morosité, place à l'animation. Vous avez mis des petits plats dans les grands, Ça, Denis. c'est pas les sirènes. Ah là, oui, effectivement. On aurait mis ça pour la guerre dans le Donbass, ça aurait été un peu bizarre en effet, t'as vu. Donc rassurez-vous. Les amis, on va se mettre dans une situation où vous n'avez que des choix cornéliens ou raciniens. Je vous invite à aller sur Wikipédia pour voir la différence entre les deux. C'est mon petit côté théâtral. Je vais vous soumettre des propositions. Alors en fait, je vais vous dire, tu préfères tadada, tu préfères tadada. Donc il y aura toujours un petit mais, parce que vous connaissez mon côté un petit peu fourbe. Et si jamais, alors j'ai été poussé très très loin, j'ai bossé toute la nuit là-dessus, si vous avez un petit doute sur deux solutions, j'ai mis un petit bonus à chaque fois qui sera en gros une tentative d'un happiness manager d'office de vous rendre ce qu'on appelle un bullshit job intéressant. Alors un bullshit job, c'est ce qu'on appelle tout simplement un job, vous irez voir bullshit sur Wikipédia, vous verrez, je ne vais pas en dire davantage. C'est pas dans le glossaire Denis, sur il Oltec. paraît que depuis le début de ton jeu, les chiffres de Wikipédia sont en train de grimper. Alors je vous invite à donner, Wikipédia ne vit que grâce aux dons des coordinateurs. Voilà, je fais un peu moins du Plenel, mais version Wikipédia. Alors on va commencer avec le très simple. Par exemple, je vous demande à la cantonade, alors tu préfères soit A, faire une interview combinée de Kim Jong-un pour lui demander s'il préfère les Playmobil ou les Lego. Numéro 2, lancer ta chaîne Twitch, mais ton co-animateur chaque soir, c'est Jean Castex, et vous ne faites que du react de vidéo Dailymotion. Waouh. Et c'est quoi le truc bullshit? Ça, il n'y a pas, ça c'est Ah, le y a plus pas. simple. Là c'est simple, je crois que le choix, donc soit vous interviewez Kim Jong-un s'il préfère les Lego ou les Playmobil, ou vous êtes sur Twitch, je ne cible personne qui a fait ça avec Jean Castex précédemment, et vous ne faites que du react de vidéo Dailymotion. Alors je tiens à préciser, s'il y a des ressemblances avec des émissions existantes, c'est un pur hasard, ou c'est dû à mon génie, ou c'est dû à un mauvais état d'une certaine presse. Voilà, c'est un peu dommage si mes fantasmes collent à la réalité. Donc, à la cantonade, vous préférez quoi? Combini à Pyongyang ou Twitch avec Jean Castex? Moi, je prends le combini. Ouais, moi aussi. Ouais, et je pense que, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Combini, c'est quand même un format qui permet en fait d'apprendre des choses de manière différente. Et donc en fait, je pense qu'essayer de comprendre, par exemple, comment quelqu'un comme Kim Jong-un fonctionne via des formats différents, ça peut être quelque chose qui serait pas du tout inintéressant. C'est vrai. Et on peut lui faire dire plein de choses à travers des Lego et des trucs comme ça. Dans les deux cas, il les manipule, c'est vrai. Je crois qu'il préférait les Lego parce que les Lego, tu peux leur retirer les bras. Et ça qui devrait c'est ça ce qui. Donc apparemment tout le monde est combiné, Sophie. Oui, moi je suis la majorité. Mais, oui, mais moi j'aime bien Twitch. Hein. Je suis assez. Donc, assez fan de Samuel, Twitch. Après, ouais, le Twitch avec Castex, encore une fois, pour utiliser un format différent et essayer de comprendre le fonctionnement de cette personne, c'est... Ouais, ok, mais par contre, dans la pratique, me taper Jean Castex. 10 heures par jour, c'est chouette. Voilà. Samuel, on pense à toi. C'est un peu facile. Ok, maintenant, bon, ça c'était une petite mise en bouche. Maintenant, on va attaquer le plus gros. Et là, il y aura le petit bonus. Alors, tu préfères soit A, diriger un média de pop culture indépendante, mais qui proposera essentiellement des contenus sponsorisés d'implants capillaires et de lutte contre le Covid à base de cailloux et d'urinothérapie. Petit bonus, si tu te tâtes, on t'offre les donuts de chez Colruyt chaque matin. Numéro 2. C'est de la pub placement de produit ici. Purement. Voilà, j'essaie de me financer. C'est du contenu sponsorisé, je me mets à la page. Numéro 2, être engagé comme gender editor. Gender editor, donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les personnes qui sont attachées à toutes les questions liées au genre, notamment des médias comme Mediapart ont été pionniers en cette matière, puisque vous savez que les questions de genre sont sous-traitées dans les médias. Mais ce sera sur une chaîne d'infos en continu où les commentateurs de l'actualité sont des commentateurs sportifs reconvertis qui te couperont toutes les 20 secondes en disant « Mais on peut plus rien dire !» Petit bonus, il y aura quand même une machine à café Aldi dans la cantoche. B.
Ok. Le gender editor chez CNews. Oh, j'avais dit que je disais pas la chaîne. Ah pardon. non. Ouais, une chaîne où t'as des Ah, chroniqueurs ouais. sportifs qui font l'actualité. Oui, mais oui, quand même. Oui. C'est Oui, un je combat. préfère. Victor. Ouais. Pareil. Ce serait mauvais pour ma santé mentale, mais je pense que c'est... Bah, les combats. Le Ce café, serait- c'est meilleur que les donuts. Voilà, exactement. Voilà. C'est un combat, mais ce serait beaucoup plus intéressant que faire des pubs. Ouais. Sophie. Et écoute, Ah, tu voulais pas répondre peut-être. je Je sais que tu faisais ciseaux en fait. je vais dire oui. Je vais D'accord. répondre oui. D'accord. Allez, troisième rapidement aussi. Alors, vous avez le choix entre animer un plateau sur l'actualité chaque semaine à une heure de grande audience sur un grand média, mais le patron de la chaîne t'impose comme chroniqueur-chroniqueuse les candidats recalés de Les Ch'tis Marseillais rencontrent une famille nombreuse dans la Creuse. Ouais, ils sont Voilà. drôles, hein, ils sont drôles. C'est rude, Voilà. les questions, c'est rude. Voilà. Deuxième question. Je vous demande si vous voulez le Que petit des bonus, pièges. ça, je le dirai après. Deuxième, c'est animer un plateau culturel chaque semaine sur une émission de grande écoute à une heure de grande écoute. Mais le CSA t'impose tes choix de chroniqueurs selon la composition politique du conseil d'administration. Et suite à une erreur de ressources humaines de la VRT, tu te retrouves avec 60% de chroniqueurs militants au Vlamsbelang. Est-ce qu'un joker, ça peut être venir faire une émission d'éducation aux médias sur UFM? Oui, mais tu dois faire répondre à un quiz de Denis tous les jours. Ah Ça, c'est le gros mais. Est-ce que vous voulez le petit bonus pour vous motiver ou Allez, Ouais. Ouais, vas-y. Bon, petit bonus pour le A, tu obtiens ton abonnement annuel au parc Astérix de Hougré Sud. Numéro 2, tu obtiens ton abonnement annuel au parc Plopsa de Everley Sud. Euh, Moi, je prends les deux. Ça, c'est Plopsa qui t'a décidé. bah, je te laisse le mien alors. Non, je prends les deux. Je pense que une émission d'actu, ça peut être intéressant, même si c'est avec les ch'tis. Encore une fois, je pense qu'avec tout le monde, on peut parler de manière intéressante. Mhm. Ce qui est important, c'est le dispositif, en fait. Et le dispositif des émissions de télé-réalité permet pas aux gens de dire des choses intelligentes. Mhm. Mhm. Surtout, c'est mis en scène aussi. Voilà, C'est exactement. scénarisé. Ouais. Et puis l'émission culturelle, mais les co-animateurs viennent du CSA et de la politique, bon, ça me dérange pas non plus en fait. Mhm. Je veux dire, au moins, ils seront d'abord passés par la politique et n'ont pas été chroniqueurs pour devenir après politiciens, comme un certain monsieur de Outre-Quiévrin. Voilà. Mais je préférerais avoir des politiciens qui soient dans les médias toutes les semaines, qui soient obligés de parler de questions de fond, qui sont obligés de revenir, qui sont obligés de discuter, de débattre, que dans la mesure actuelle. Exactement. Alors, petite précision, bien sûr, il n'y a pas de bloquerie de ma part, je m'amuse un petit peu à troller des petites émissions existantes, mais dans tout mensonge et dans toute parodie, il y a une part de vérité et de réflexion, donc c'est pour ça que voilà, on ne critique pas, on taquine gentiment. Allez, une petite dernière, vu que le temps file. Je vous fais une toute petite dernière, alors j'hésite, il m'en reste deux. Alors, est-ce que je vais être taquin ou est-ce que je vais être gentil? Allez, on va parler d'infos en continu, pour être gentil. Votre dernier choix, être le ou la présentateur-présentatrice de la première chaîne d'infos belge en continu. Voilà, Mhm. on a compris. Ouais. Mais au final, votre boulot se résumera à meubler le retard des Codeco et à commenter les taux d'intérêt pour les assurances-vie de la banque partenaire qui possède 40% des parts fondatrices. Numéro 2, être le présentateur ou la présentatrice de la première chaîne d'infos belge en continu. Mais bon, vous apprendrez par après que le patron vous a en fait engagé parce que vos parents connaissaient le patron et qu'en plus la boîte a su gratter un plan Activa et un passeport APE au Forum pour vous engager. La deuxième, wesh. Pareil, hein, pareil. Bon voilà, bah, donc, la dernière on ne la fera pas, le temps file, mais voilà, donc n'hésitez pas bien sûr, dans tout choix, il y a un peu de lumière, et bon, bah, la lumière ça dissipe l'obscurité. Waouh. Sur ces belles paroles, est-ce qu'on ferait pas une petite pause? Oui. Et on oui, va remercier chaleureusement Yasmine et Victor de leur Merci de nous avoir présence invités. aujourd'hui. Merci à vous. C'était très chouette, voilà. Bah, Et ça merci va de bien nous- nourrir ce projet. Et ça va faire des liens avec la deuxième partie de l'émission. Évidemment. On va accueillir 7000 et on va pouvoir discuter de manière pratique sur le terrain de ce qui se passe aujourd'hui dans le coin. A tout de suite.
Et vous êtes de retour dans l'émission On n'a que l'info qu'on se donne, spécial médias et citoyens. On en parle toujours avec Sophie du Club de la Presse et Gaëtan du Mondanéum, mais on accueille de nouveaux invités. Nous avons entendu ta voix, on te voit enfin. Bonjour Célia, est-ce que tu veux ou tu peux te présenter comme tu le souhaiterais en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Célia, je suis étudiante à l'AELA en communication et voilà. Ça va, comment ça a été? Tu as écouté ton petit sujet, ça va? Pas trop stressé? Un peu quand même. Faut pas. Tu passes très bien à la radio, rassure-toi. Tout le monde a une voix pour passer à la radio. Franchement, rassurez-vous. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez un média, c'est aussi prendre sa place dans les médias et les exercer, ce qui va rejoindre un peu la thématique qu'on va élaborer plus tard. Alors, disons, Célia, je reviens un peu vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, puisque tu es un peu la plus jeune autour de cette table, quelle est ta propre manière de t'informer, justement? Alors, Je viens t'approcher un peu de ton micro, s'il te plaît. Je suis pas très centrée sur les médias. J'aime bien regarder le JT le soir. Je trouve ça intéressant et puis c'est un moment de repos où on s'informe quand même. Je suis pas du tout à regarder les infos sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Je sais pas à qui je peux faire confiance et j'avoue que je me méfie de certains trucs. Après, pour la presse écrite, j'avoue, je prends pas trop le temps de lire. Je devrais prendre plus de temps. Mais sinon, voilà, c'est principalement la radio et le JT. Et dans les radios et les JT, est-ce que tu trouves quand même ton bonheur dans les médias existants? Ou est-ce qu'il y a, selon toi, un manque? Au niveau du JT, non, parce que je suis habituée depuis que je suis petite. Et je trouve ça assez complet. Après, à la radio, c'est vrai que y a des chaînes où on peut trouver de l'info en continu et tout ça. Mais parfois, on se dit, mais il faudrait plus ou est-ce que vraiment c'est important de parler de ça? Est-ce que ça vaut la peine de parler autant d'un truc et pas d'autres choses qui sont tout aussi importantes en fait? Mais sinon, voilà. D'accord, ça me semble assez complet. Bon, Célia, tu nous faisais part là à l'instant de tes usages des médias, Oui. mais pour globaliser un peu le propos et mieux connaître la façon dont les autres adolescents ou les 15-25 ans en tout cas s'informent, on vous propose d'écouter Sophie Heuss de Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias. Elle a mené récemment une enquête qui s'appelle Les jeunes et l'info et on lui a demandé comment s'informaient les jeunes. Alors les jeunes s'informent sans surprise, principalement via les réseaux sociaux. Ils apprécient beaucoup les formats vidéo courts et qui vont droit au but. Alors en termes de thèmes d'actu préférés, c'est tout ce qui est lié à la culture, par exemple la dernière sortie musicale de leur chanteur préféré, ou alors une actu qui est liée à une de leurs passions. Les sources d'infos qu'ils préfèrent, ce sont les réseaux sociaux, mais aussi ils se fient pas mal à des personnes de leur entourage et à la télévision. Et puisqu'on parle de télévision, il y a surtout le journal télévisé qu'il critique un peu pour son format figé, mais qu'il consomme tout de même. Et puis plus globalement, si l'enquête montre des grandes tendances pour ce qui est des formats ou des thèmes préférés des jeunes, elle montre aussi beaucoup de pratiques différentes, voire quelques paradoxes, quelques tensions aussi. En fait, chaque jeune fait un peu son marché dans toutes les infos qu'il rencontre. Il en vérifie, il en cherche, il en décortique le sens. En discutant avec ses amis, ses parents ou à l'école, selon les personnes en qui il a le plus confiance. En fait, ça c'est quelque chose de très important pour les jeunes. Et puis voilà, ils comptent aussi beaucoup sur leur flair et sur leur intuition pour savoir si ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent est vrai. Alors je vous renvoie vers l'enquête parce que c'est parfois bien d'aller de l'autre côté, de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et on se rend compte à la lecture de cette enquête que les jeunes ne sont pas forcément naïfs, qu'ils ont une consommation des médias qui est parfois responsable, parfois plus responsable que d'autres. Non, je l'ai pas dit. Que les vieux, tu veux dire. C'est ça, mais je me permettrai Fais gaffe pas. à ce que tu dis, mon petit, hein. Et donc pour retrouver toute cette enquête, je vous renvoie vers le site génération2020.be, génération2020.be, et alors vous pourrez consulter la totalité de cette enquête avec Très des témoignages de intéressant. jeunes Ouais. et compagnie. Alors, quelles sont les initiatives déjà mises en place? On en parlait en première partie. Pour retisser du lien entre les citoyens et les médias, un exemple très concret avec le projet 7000. Pour comprendre vite et bien de quoi il s'agit, on a le petit récap de Célia. Vous avez déjà entendu parler d'un média par et pour les citoyens? Eh bien, ça existe. 7000 est un multimédia qui s'intéresse aux arts et à la culture locale de toutes les communes dont le code postal commence par le numéro 7. L'idée, née dans la tête du comptoir des ressources créatives de Mons, est de faire bouger les choses, de rassembler les citoyens et de les informer.
Sur 7000, on parle expo, street art, musique et bien d'autres choses. L'objectif avoué, créer une communauté de bénévoles curieux et mettre en avant la richesse de la culture locale. Et pour en parler en plateau, on est avec François et Salvi. François, tu es coordinateur du CRC, comptoir des ressources créatives, et tu es aussi à la base un peu du projet 7000. Tout Bonjour, comment vas-tu ? Salut Gaëtan, je vais très bien et je suis très heureux d'être parmi vous pour parler de cette thématique très riche. On a aussi Salvina. Bienvenue. Salvina, Salvi aussi, on va pour les Salvi. intimes. Salvi, toi tu es bénévole pour 7000, donc tu participes à la création de contenu pour le média ? Oui, c'est ça. Alors, François, est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment 7000 est née ? Est-ce qu'elle a bien bossé, Célia ? Elle a bien bossé, et j'ai découvert ça en live, c'était très chouette et très parlant. Comment ça a commencé en fait ? C'est très simple, ça a commencé à Liège avec le lancement de 4000 par un rassemblement de rappeurs qui étaient un vendredi soir en train de se dire purée, on est à Liège, il y a plein de trucs qui se passent et on ne sait pas où trouver l'info. Est-ce qu'on ferait pas un petit agenda culturel de l'alternatif ? Et donc 4000 est né, le blaze, 4000, simple. Et donc l'idée était de pouvoir communiquer via les réseaux sociaux, dans un premier temps, l'actualité culturelle alternative de Liège. Au fur et à mesure, le projet a grandi et puis quelqu'un a dit « Ah, je ferais bien une petite chronique sur le dernier album de machin, je ferais bien un petit reportage photo sur la nouvelle expo de... » Et voilà, de fil en aiguille, ça a grandi. Et puis, au fur et à mesure des années, donc ça c'était il y a 6 ans, et donc il y a 2 ans, nos collègues du comptoir des ressources créatives de Namur se sont dit « Tiens, on lancerait bien 5000.be ». Et donc il y a 2 ans et demi, maintenant presque 3 ans, 5000 s'est lancé. Voilà, le Covid est arrivé. Le besoin de donner de la visibilité. Donc avec le comptoir des ressources créatives, on développe des services mutualisés pour aider les créateurs à mieux travailler. Et donc clairement, on a eu un peu plus de temps à ce moment-là avec le Covid et on s'est dit un outil de relance pour la culture pourrait vraiment être intéressant. Essayons de lancer 7000.be. Et voilà, on s'est lancé le défi, on en a parlé en équipe et on a eu on a fait des rassemblements avec des gens qu'on connaissait, des gens qui sont des passionnés de culture de la région. Et en discutant avec eux, on a lancé 7000. On a eu la chance, donc, c'est de pouvoir bénéficier des outils des autres. Donc 4000 nous a donné un site internet, les outils, l'expérience, une ligne éditoriale, des logos, enfin voilà, la totale, quoi. C'est vraiment un truc super solidaire. Et en gros, comment ça fonctionne ? Donc ça se centre, on le comprend, autour d'un agenda culturel, c'est autour d'un site web. Et puis comment ça fonctionne en gros ? Qui peut participer au projet ? Voilà. Donc en fait c'est assez simple le contenu de 7000. Donc le but c'est de pouvoir donner envie aux gens de sortir. Et donc on va parler de l'actualité culturelle, d'une expo, d'une pièce de théâtre, de danse, de musique, de manière générale. Et donc il y a 3 manières de traiter des sujets sur 7000. C'est soit en amont où on se dit tiens, on va aller interviewer un artiste qui se produit en concert la semaine prochaine pour lui donner de la visibilité et donner envie aux gens d'aller le rencontrer. Et on se dit que si un jeune rappeur qui a des super textes n'a pas l'opportunité d'être vu, peut-être que sinon on le montre, il y aura plus de monde à son premier concert, et puis à d'autres échelles, évidemment. Mais donc il y a soit des sujets qui sont traités en amont, soit c'est des gens qui couvrent un événement. Donc je suis allé à l'expo ou à un concert, c'était génial. Donc c'est plutôt des retours sur un événement passé. Et alors ce qu'on aime aussi faire, mais qui est plus compliqué à mettre en place parce que c'est un projet bénévole, c'est des sujets de fond. Donc parler de statut d'artiste ou ce genre de sujet. Voilà. Donc toujours centré un peu sur la culture quand même. Culture locale, ouais. Donc en termes de ligne éditoriale, on se limite un petit peu au projet, donc il faut que ça soit accessible au public et que ça donne que ça soit de l'actualité, enfin voilà, concert, expo, théâtre, danse, voilà. Et donc vous avez une ligne éditoriale qui est définie par le média et vous traitez des sujets culturels, c'est ça ? Ouais, donc en fait nous en tant que comptoir des ressources créatives, on a créé l'outil qui permet de visibiliser l'actualité culturelle et on est nous garants de l'éthique, donc c'est-à-dire qu'on va mettre en avant les moins vus, on va donner de la visibilité de manière équitable, on va essayer de répartir... Oui. Je rebondis parce qu'on parlait de journalisme dans la première partie, tu parles d'éthique et pas de déontologie parce que vous n'êtes pas des journalistes. Ah oui, non, ça c'est aussi notre spécialité, c'est qu'on est totalement des néophytes là-dedans, donc il n'y a aucun journaliste dans l'équipe, il n'y a pas de pro, Hélène est une pro de la com, et moi plutôt publicitaire, mais voilà, on n'a pas d'expérience journalistique, aucune, c'est la première fois que je parle à la radio aujourd'hui. T'en sens bien.
se sent très bien. Tu devrais revenir. Avec plaisir. On a avec nous justement Salvina qui est bénévole au sein de 7000. Toi, quel est ton parcours? Est-ce que tu as une formation journalistique? Alors pas du tout. Je suis passionnée par la culture, je suis très curieuse, je me nourris de ça, j'en ai besoin. Mais j'ai aucune connaissance, aucune compétence, c'est juste une passion. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce chouette projet? En fait, j'ai rencontré Nicolas Falli, qui est chargé de projet pour 7000.be, autour d'un verre. Et il me parlait d'un concert qu'il avait été voir dans le cadre de 7000 et qu'il trouvait ça génial. Enfin bref, il me disait, mais venez. Donc il disait ça à une bande de potes, quoi. Venez les gars, c'est super. C'est libre, vous pouvez aller voir ce que vous voulez, vous pourriez même avoir des entrées, ça vous donne l'opportunité de découvrir de nouveaux artistes. Et puis voilà, ça a cogité un peu, je lui ai envoyé un petit mail, je lui ai dit je voudrais participer et il m'a inscrite à la session d'info qui a été organisée par 7000. Et donc tu réalises des capsules quand tu vas voir des spectacles, quand tu vas voir des concerts? Oui, alors lors de la session d'info, on s'est tous présentés et moi j'ai proposé d'écrire des chroniques, mais n'ayant aucune connaissance, je demandais plutôt d'être écolée ou de travailler en binôme. En plus, je trouve ça beaucoup plus riche et intéressant. Et là, j'ai rencontré deux petits gars, Johan et Nico, qui eux sont plutôt derrière la caméra et qui m'ont proposé de faire une première capsule dans le cadre d'un concert qui se passait au Hype. On a commencé comme ça et puis voilà, on est parti. Et puis de plus en plus, tu réalises ces petites chroniques. Et tu te sens journaliste ou citoyenne quand tu réalises ces capsules? Moi, je me sens citoyenne. Ouais. Moi, j'ai envie de promouvoir la culture locale. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve justement que c'était l'idée d'avoir un agenda qui regroupe tous ces événements en un seul. C'était génial parce que moi j'ai des programmations d'un peu partout dans le Hainaut, j'ai des tas de bouquins qui traînent sur ma table basse et là je me suis dit mais c'est génial, il y a un condensé là de culture et on peut le retrouver dans un seul sur un site et je me suis dit allez c'est parti, on y va. Et alors cette équipe elle est géniale parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils nous donnent l'opportunité de nous lancer malgré le fait que je sois novice et ils nous soutiennent et ils nous encadrent donc voilà, c'est vraiment une chouette expérience. François, c'est combien de bénévoles aujourd'hui l'aventure 7000 ? Alors, les bénévoles, donc c'est des gens qu'on rencontre ou bien qui nous contactent parce qu'ils sont intéressés de tester, ils en ont entendu parler. On a plus ou moins une 50aine de personnes qui sont dans un petit groupe privé dans lequel on communique, on échange sur l'actualité pour voir qui a envie de couvrir quelque chose ou voilà, on communique les infos. Donc c'est une 50aine de personnes. Mais tout le monde peut rejoindre l'aventure. Tout le monde peut rejoindre. Ouais, donc l'idée c'est selon ses compétences ou ses appétences. J'aime bien faire de la photo, je peux contribuer en tant que photographe. Ou même de vrais journalistes. Ou même, oui, tout à fait. Donc on a des vrais journalistes aussi qui couvrent des sujets dans leur métier qui sont différents. Et là, du coup, ils peuvent prendre le temps pour traiter des sujets qui les intéressent et d'avoir un regard peut-être autre qu'une ligne éditoriale publique. Alors ça fait déjà quelques mois que l'aventure 7000 a commencé. En mai de l'année passée, ouais. Donc, il y a bientôt un an. Bientôt un an, on fêtera son anniversaire, mais voilà, depuis ces quelques mois qui sont passés, tu peux peut-être nous préciser quelles sont les forces et peut-être les faiblesses de 7000 au bout de quelques mois, un peu, on prend une pause et on regarde ce qu'on a fait. Et... les forces, c'est que... En fait, c'est hyper chouette, c'est énergisant, on découvre plein de trucs, les gens sont curieux autour de nous et donc ce qui est génial, c'est de mobiliser des gens curieux en fait, et qui nous font découvrir d'autres trucs dans d'autres domaines et donc ça c'est vraiment super énergisant. Après, ce qui est le plus compliqué peut-être, c'est comme tous les projets bénévoles, c'est qu'en fait il y a un besoin de coordination en fait et donc et c'est là que le comptoir des ressources créatives de Mons intervient, c'est qu'on passe le temps chiant, entre guillemets, pas chiant, mais la partie qui est moins fun, donc de structurer, d'encoder les événements, d'encoder les articles qu'on reçoit des bénévoles pour les publier, animer les réseaux sociaux, animer la communauté de bénévoles, tout ça c'est vraiment un boulot qui en fait je pense s'il n'est pas piloté par quelqu'un qui le prend en main, à un moment ça s'essouffle peut-être. Ça s'essouffle et je pense que c'est le problème de beaucoup de projets bénévoles, c'est qu'au bout d'un moment, les énergies s'essoufflent parce que chacun a ses réalités de vie et que ça devient compliqué de continuer l'aventure. Et je crois que du coup, notre rôle est vraiment important d'être les énergiseurs de ce média. Ouais. Bon, si on parle maintenant d'avenir, on va pas jouer les Madame Irma, mais quels sont vos projets pour le futur? Alors, on a déjà un super projet, c'est qu'on a été
ici, on a déposé un projet pilote en économie sociale parce que on est soutenu par c'est un projet qui de l'aide au développement économique pour les créateurs, quoi. Donc c'est vraiment la philosophie du projet. Et donc on a reçu un soutien de la région wallonne pour développer un gros site multisite qui va regrouper donc 4000, 5000, 6000 et 7000. Et on sera la plus grosse plateforme dédiée à la culture locale wallonne. Wow, on ne pourra plus rien louper de ce qui se passe en Wallonie. Ouais, avec des partages de contenu à travers la Wallonie. L'idée, c'est que si on fait une chronique sur un groupe à Mons et qui joue dans un mois à Liège, Liège pourra partager la chronique en disant tiens, voilà, ils sont à Mons, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir booster tout ça. Et donc dans 7000, il y a deux gros pôles, pardon. C'est la partie agenda culturel, donc où on essaie de mettre tout le monde un maximum, et les gens peuvent encoder aussi leurs événements via la plateforme. Et puis il y a toute la partie chronique qui vise à mettre en lumière l'actualité. Et donc ouais, c'est une belle histoire qui est en train de s'écrire. Et un scoop peut-être, comment va s'appeler cette plateforme? Vous allez additionner 4000, 6000, 7000? Comment ça va? Ça s'appelle 17 500. non, pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit un site multisite. Donc quand les gens taperont 4000.be ou 5000, ils arriveront sur 5000. Mais il y a vraiment l'envie de faire comprendre aux gens de manière visuelle, en arrivant sur le site, que les autres sont là, qu'on est tous ensemble, qu'on partage. Et donc il n'y aura pas un truc qui va s'appeler X1000 ou que sais-je. Mais ouais. Et toi, Salvi, peut-être tes projets plus personnels dans le média, vers quoi tu te tournes à l'avenir? Je m'implique de plus en plus dans 7000. Comme je suis de plus en plus à l'aise, je contacte François, je lui propose moi-même des chroniques, des interviews, voilà, à l'avenir. Et moi, dans un idéal, j'aimerais passer du côté de 7000 en tant qu'acteur et pouvoir m'impliquer davantage, parce que là, c'est du loisir. Donc c'est en dehors de mes heures de travail et autres. Alors on rappelle peut-être pour les auditeurs qui auraient envie de participer au projet ou du moins de consulter tous les articles, François, Salvi, où on peut retrouver tout ça? Donc nous sommes essentiellement sur le site internet, donc 7000 en lettres, septmi2le.be, mais évidemment sur Facebook, Instagram, et tout le monde, toute personne qui se dit tiens, j'ai envie de tester, contactez-nous et on vous rencontre, on organise des petits événements entre bénévoles, chroniqueurs pour parler, refaire le monde et imaginer des choses, donc contactez-nous, 7000.be. Et j'ai envie de rajouter, n'ayez pas peur, venez, on peut travailler en binôme, en trio, même si on veut, on peut être encadré, c'est vraiment très très chouette en tout cas. Ouais, c'est faut pas vraiment de compétences primaires pour venir. Il faut surtout une envie, mais en fait on se rend compte que dans les principaux freins que les bénévoles peuvent rencontrer, c'est le fait que c'est déjà en temps libre. Parfois il y a un sentiment de légitimité qui est difficile à trouver parce qu'il faut oser mettre des mots, être visibilisé, etc. Donc ça, on aide à la relecture, à la reformulation, etc. Il y a aussi parfois des soucis techniques. J'ai envie de faire un podcast, mais j'ai pas forcément un micro. On a du petit matos qu'on peut prêter. Et l'idée aussi, c'est que parfois un bénévole a envie de couvrir un événement, mais n'a pas toutes les compétences. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer des binômes ou des trinômes en se disant tiens, moi j'ai envie d'aller voir ça. Est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Par exemple, Salvi ce matin va aller couvrir un événement et elle a posté dans le groupe privé en disant tiens, j'ai envie d'aller couvrir ça. Est-ce qu'il y a un photographe ou un vidéaste qui veut m'accompagner pour pouvoir faire un format plus riche? Et puis voilà. Donc c'est aussi une belle aventure humaine. Oui, c'est plein de rencontres, c'est super chouette. 7000.be. Mais c'est vrai que je comprends. Moi, je dirais toujours, en fait, quand on essaie de motiver nos chroniqueurs, parce que nous aussi, c'est bénévole, c'est en fait, il faut de la curiosité et de l'enthousiasme, en fait. Et quand tu récompenses la curiosité, que tu récompenses l'enthousiasme, c'est là que les gens sont motivés aussi, en fait. Et tu parles de légitimité. Retenez une chose, c'est que finalement, l'actualité médiatique, si vous la prenez, si vous en êtes acteur aussi, au travers d'un média citoyen, etc., vous pouvez aussi mettre à l'agenda ce que vous pensez être des sujets invisibilisés. Je peux retourner un peu vers Célia, justement, parce qu'on va beaucoup te parler, on a envie de t'écouter un petit peu. Est-ce que 7000, ça te parle? Est-ce que c'est vraiment un média qui pourrait t'intéresser avec son format, justement, participatif, citoyen, local? Oui, vraiment, je trouve ça génial. Au plus on en parle, au plus ça m'intéresse. Et je trouve ça super valorisant que ce soit déjà les citoyens qui s'en occupent et le fait de mettre en avant d'autres citoyens qui veulent se développer et pouvoir participer à la culture comme ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et alors aussi, le fait que ça donne accès beaucoup plus facilement à la culture, parce que c'est vrai qu'on se dit, j'ai envie de faire quelque chose ce week-end, on sait où on va chercher, quoi. Enfin, maintenant, en plus à 7000,
j'habite dans la région, je sais que je peux aller chercher là, quoi. Et tu aurais envie de contribuer à 7000 pour écrire des chroniques? Rappelle que tu es étudiante en communication en plus. Qu'est-ce que tu voudrais proposer? Parce que j'ai envie de dire, il y a une possibilité de proposer directement. Les boss sont autour de la table. Qu'est-ce que tu as envie de proposer? Tiens. Je sais pas. non, je sais pas. Mais en vrai, j'aime bien la photo, j'aime bien les vidéos et tout. Donc je me dis, pourquoi pas. Et petite question aussi, bien sûr, il n'y a pas de limite d'âge. Un adolescent pourra aussi faire ses premières armes aussi 7000. Parce que des fois, on parle de légitimité, aussi la légitimité de l'âge aussi. Des fois, des personnes jeunes se disent, je ne suis pas assez âgé que pour le faire. On est d'accord qu'il n'y a pas de... Tout à fait. Pas à 4 ans, c'est un peu compliqué aussi, mais je crois qu'un adolescent qui serait... Puisque cette émission s'adresse à un public adolescent, adolescent, c'est même... bien pour eux aussi de commencer avec un média comme 7000 aussi. On a vraiment tous les âges, donc il y a des jeunes et il y a des gens plus expérimentés qui ont aussi un passé culturel, qui connaissent un petit peu l'évolution de la ville à travers les âges, donc c'est super intéressant. Et puis par exemple à Namur, ils ont un projet chez 5000 qui est génial, qui s'appelle les Nez qui coulent. Et en gros, c'est des gosses qui vont poser, qui font des interviews. Et donc il y a par exemple le format, une fois c'était sur les jeux vidéo. Et donc des gosses ont interviewé un producteur de jeux vidéo et un psychologue. Et donc ils répondaient aux questions, est-ce que c'est bien de jouer au jeu, et voilà, et donc c'est finalement une belle manière aussi de faire de l'éducation aux médias. À fond, tout à fait. Et donc l'éducation aux médias, c'est clairement quelque chose dans lesquels on aime collaborer et mettre en place des projets. On a d'ailleurs un chouette projet qui est ici en place, qui se met en place avec Sophie à ma droite. Tu peux peut-être en parler un petit peu. Oui, brièvement. On voulait du spoil et des news. Attention. On a le projet donc du 4 au 8 avril 2022, donc d'organiser un stage pour devenir chroniqueur culturel le temps d'une semaine, et c'est un partenariat avec le Mondanéum, avec le comptoir des ressources créatives et avec 7000. Les amis, on parlait de Nez qui coule, c'est bientôt l'heure de sortir les mouchoirs, l'émission arrive à sa fin. Oh là, je sais, tu es engagé, tu es engagé, c'est bon là. On a encore beaucoup de choses à dire sur la thématique, Sophie. Et on va le faire par d'autres outils parce que cette émission se termine. Oui. Si vous avez envie de consulter toutes les infos, de revoir les capsules, de les réentendre, de lire le dossier pédagogique qui a été imaginé par Victor Houillard, les interviews, l'émission sont à retrouver sur le site du projet oltem.be, olthem.be. Alors comment terminer cette émission sans remercier bien sûr les partenaires du projet, notamment et en particulier la Fédération Wallonie-Bruxelles et la cellule de promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité qui finance ce projet On a que l'info qu'on se donne et qui donne vie un peu à nos idées et qui nous permettent de créer du dialogue avec les jeunes. Remercier aussi bien sûr les intervenants du jour, Salvi, François, Célia, Yasmine, Victor, Gorian Delpature aussi qui a travaillé avec ses étudiants de l'UMONS sur les capsules. Et puis comment ne pas remercier Monsieur Denis qui nous accueille ici dans les studios du UFM. Merci. Un grand merci à vous les amis, ça fait toujours plaisir et on se quitte en musique et j'espère que le projet continuera. Merci. Salut.